bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence des GECO donc sur le secteur automobile intitulée « Le secteur automobile au défi de l'électrification et de la concurrence chinoise ». Donc, je suis Vincent Vicard. Je suis très heureux d'animer cette table ronde aujourd'hui. Juste avant de commencer, en termes d'organisation et avant de donner la parole à nos intervenants, donc vous pouvez, dans le public ou en ligne, poser des questions que j'aurai sur ma tablette et que je transmettrai à la fin. On gardera une petite demi-heure pour répondre aux questions justement du public. Donc il y a un numéro, vous pouvez envoyer des SMS et il y a un numéro qui s'affiche, que j'ai du mal à lire d'ici, mais qui s'affiche sur les écrans en face de moi, et pour vous, j'imagine, en streaming. Voilà, cela étant dit, donc, nous avons 3 intervenants, mais avant de leur donner la parole et de les présenter, je voulais vous faire une petite introduction sur le secteur automobile pour vous rappeler pourquoi c'est un secteur important pour l'économie, d'un point de vue économique. C'est un objet de tous les jours pour un certain nombre d'entre nous, mais c'est surtout un secteur économique qui est structurant dans différentes dimensions. Qui est structurant en termes d'emploi et en termes économiques, parce que c'est un secteur pour l'emploi et la production industrielle qui est structurant en Europe. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, et je pense que c'est toujours important de donner quelques chiffres, pas trop, mais quelques chiffres. Donc, c'est 14 millions d'emplois directs et indirects qui dépendent du secteur automobile, 2,6 millions d'emplois directement dans la fabrication de véhicules, au niveau de véhicules à moteur au niveau européen. Et ça représente un petit peu moins de 10% de l'emploi manufacturier au niveau européen, avec dans certains pays, notamment en Europe centrale et en Allemagne, une part non négligeable de l'activité manufacturière. Puis par ailleurs, c'est aussi un secteur qui contribue de manière très importante à l'innovation et aux dépenses de recherche et développement, aux dépôts de brevets. Ce sont dans les entreprises au niveau européen qui sont les principales contributrices aux nouveaux brevets. Et donc, c'est aussi une des dimensions importantes de l'industrie automobile européenne. Par ailleurs, au-delà de cette dimension structurante qui en fait un secteur qui est vraiment important pour l'économie, c'est aussi un secteur qui est au cœur de la décarbonation de l'économie. Et c'est un des sujets, l'électrification justement, qui est vraiment au cœur de ça. Et juste pour vous redonner les ordres de grandeur, l'automobile, le secteur automobile, l'industrie automobile doit fournir les biens nécessaires à la décarbonation du secteur des transports, qui représente un tiers, en France, presque un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et donc la transition vers le véhicule automobile, vers le véhicule électrique, avec des objectifs extrêmement ambitieux de ce point de vue-là, sur lesquels on reviendra, la fin de la vente de véhicules thermiques dans l'Union européenne en 2035, sur laquelle on reviendra, ça s'inscrit dans les objectifs de décarbonation. Et en fait, cet objectif, il n'est pas pris au hasard, puisque c'est un objectif qui est nécessaire, l'atteinte de cet objectif est nécessaire pour atteindre l'objectif de décarbonation de l'économie à l'horizon 2050, et puis avec toutes les étapes en 2030, en 2035 de normes d'émissions. Donc voilà, c'est aussi un secteur qui est structurant dans cette démarche de lutte contre le changement climatique et d'atteinte d'une économie décarbonée en 2050. Puis par ailleurs, c'est un secteur qui est soumis à la concurrence d'un nouvel acteur, la Chine, de 2 manières. La Chine, c'est un nouvel acteur en termes, ça a toujours été, enfin depuis un certain nombre d'années, un grand marché de consommation automobile, mais depuis quelques années, c'est devenu un marché d'exportation. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. La Chine était un nain en termes d'exportation au niveau mondial, moins d'1 million de véhicules exportés en 2019, et 5 ans plus tard, c'est le premier exportateur mondial en termes de nombre de véhicules, 5 millions de véhicules exportés. Donc effectivement, on se retrouve dans une situation avec un nouvel acteur, la Chine, avec des exportations qui sont le fait d'acteurs étrangers, mais aussi d'acteurs nationaux. Il y en a aussi des nouvelles marques chinoises. Donc, vous en avez sûrement entendu parler de certaines, BYD, MG, Leapmotor, Xpeng, Neo. Donc, un certain nombre de nouvelles marques qui se positionnent sur le segment des véhicules électriques, qui
qui est particulièrement en croissance aujourd'hui. De telle sorte que voilà, maintenant sur le marché européen, presque voilà, 1/5 du marché des véhicules électriques est constitué d'importations de Chine en 2023 et un tiers, à peu près entre 7 et 8% d'une part de marché par des marques chinoises. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et voilà, on a déjà eu des épisodes historiquement d'émergence de nouveaux acteurs dans le secteur automobile. Par exemple, le Japon dans les années 80, la Corée du Sud dans les années 2000, qui ont donné lieu à des réponses protectionnistes, que ce soit du côté nord-américain des États-Unis ou de l'Europe, et qui sont aussi traduits par en fait, un basculement d'exportation en provenance de ces pays vers les marchés de consommation à une production sur place. Et aujourd'hui, on a beaucoup de production sur place. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les producteurs chinois vont aussi suivre le même chemin et produire sur place pour le marché européen. Et dans ce cadre-là, encore une fois, d'actualité, on a des droits de douane anti-subvention qui ont été mis en place, entre 10 et 35%, vis-à-vis des importations en provenance de Chine de la part de l'Union européenne et qui ont été mises en œuvre la semaine dernière. Donc des droits de douane non négligeables, on passe de 10 à 45% pour un certain nombre d'acteurs. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit tour d'horizon. Alors voilà, nos intervenants vont bien sûr développer tous ces aspects, mais voilà, ces 3 aspects: importance dans l'économie, importance dans la transition écologique, et puis cette nouvelle concurrence chinoise qui me semble vraiment structurant pour le secteur. Donc un secteur qui est confronté à ce triple défi, en tout cas des ruptures. Et donc on va s'interroger sur voilà, quelles sont les conséquences, les perspectives pour les constructeurs européens, pour le tissu industriel de l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément la même chose, et de la France en particulier, et notamment les conséquences pour les salariés en France. Et puis, on va s'interroger aussi sur les politiques publiques qui sont mises en place, qui sont non négligeables. J'ai déjà évoqué les droits de douane, mais il y a des politiques publiques non négligeables dans le cadre et de la concurrence chinoise et de la transition vers les véhicules électriques. Donc pour discuter de ça, j'ai voilà, 3 intervenants que je vais maintenant vous présenter. Donc je vais faire dans l'ordre alphabétique. Donc juste à ma gauche, j'ai Christophe Chabert, qui est directeur stratégie, plan et développement Europe chez Renault, donc un acteur majeur de l'industrie automobile en France. Tout à gauche, Tommaso Pardi, qui est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire IDEA HES Cachan, et directeur du GIS GERPISA. Donc c'est le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Donc c'est un réseau de recherche pluridisciplinaire sur l'industrie automobile et les nouvelles mobilités. Et donc voilà, qui nous apportera une vision, justement, cette vision pluridisciplinaire de spécialistes universitaires de ces questions. Et puis Alexia Visca, qui est responsable du secteur automobile au cabinet Secafi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet spécialisé dans l'expertise et l'assistance auprès des instances représentatives du personnel. Donc voilà, 3 intervenants d'horizons différents et donc qui vont pouvoir justement nous donner toutes les dimensions de ces questions-là. Je vais organiser la prise de parole d'abord avec une intervention un petit peu plus longue de chacun, d'une dizaine de minutes, si vous le voulez bien, comme ça, pour avoir un petit peu de temps de développer ça. Et puis ensuite, on aura des échanges de questions. Et n'hésitez pas à rebondir les uns sur les autres, à me faire signe si vous voulez rebondir. Et puis ensuite, je transmettrai vos questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les questions par SMS. Donc je vais commencer par vous, Tommaso. Donc voilà, le passage vers le véhicule électrique, je l'ai évoqué, et la concurrence chinoise, ça génère des risques qui apparaissent assez évidents. Mais ça génère aussi peut-être des opportunités pour le tissu industriel français. En tout cas, c'est la question que vous posez dans un récent rapport, dont la traduction française serait: est-ce que l'électrification peut renverser le déclin du secteur automobile français dans la perspective de la transition verte? Donc voilà, c'est la question que je vous pose. Quels sont les risques et est-ce qu'il y a des opportunités pour le secteur automobile français? Merci beaucoup Vincent pour cette introduction très riche et détaillée. Alors je voudrais revenir d'abord sur les déclins, parce que parfois on ne mesure pas à quel point l'industrie automobile française a décliné ces dernières 20 années.
Et d'abord, je vais revenir sur les déclins avant l'électrification. Ce n'est pas l'électrification qui, aujourd'hui, est la cause du déclin. Les déclins ont commencé bien avant. Et a commencé notamment en 2004. Donc, entre 2004 et 2019... Entre 2004 et 2019, c'est à peu près 39% de la production automobile française qui est partie, qui s'est évaporée, et 43% des emplois. Donc, c'était une chute vertigineuse. Et même si ces déclins s'inscrivent dans un processus de désindustrialisation de la France plus générale, il est vrai que les secteurs automobiles a baissé beaucoup plus que les autres activités manufacturières. Donc ça part de la valeur ajoutée brute, tout secteur industriel confondu, est passé des 9% à 4,5%. C'est divisé par 2. Un vrai déclin structurel. C'est là deux causes. D'une part, les marques françaises, les marques qui sont produites en France, les traditionnelles, Renault, Citroën, Peugeot, ont du mal sur les marchés européens. C'est un marché qui a monté en gamme. On a vu les véhicules devenir plus lourds, plus chers, plus puissants. Et les constructeurs français ont du mal à défendre leur part des marchés sur un marché qui s'est déplacé loin d'eux, plutôt vers les marques allemandes premium. Et donc, leur part des marchés sont passées des 25 à 18% environ entre 2004 et 2019. Et puis, puisque c'est devenu de plus en plus difficile de produire des véhicules d'entrée de gamme, à cause aussi de la pression réglementaire, on a vu ces véhicules, qui sont les principaux véhicules vendus par ces marques, n'être plus produits en France. Il y a une délocalisation importante de tous les segments A et B, qui est donc partie en Espagne, puis dans les pays de l'Europe centrale orientale, Turquie, et plus récemment dans les régions du Maghreb, et notamment au Maroc. Et donc, alors que les constructeurs français faisaient à peu près plus de 50% de leur production européenne en France au début de la période, on est tombé aujourd'hui à 25%. Donc, une délocalisation très importante. Donc, sur la base de ces déclins structurels, il est clair que l'électrification peut être d'abord perçue comme une menace importante, même existentielle, puisque d'une part, vous avez des usines qui se sont vidées, qui ont des salariés plutôt âgés, on n'a pas trop investi, et donc ils ne sont pas les premiers candidats auxquels on va penser pour faire des investissements massifs pour produire des véhicules électriques, en sachant que toutes les usines européennes sont en concurrence les unes avec les autres dans un contexte de surcapacité. Et d'autre part, il y a aussi l'autre problème, c'est qu'on a délocalisé la production des véhicules, mais on n'a pas délocalisé, et heureusement, la production des moteurs, qui reste très concentrée en France, moteur, transmission, toutes les pièces et composants nécessaires. La mécanique, donc, on représente un peu moins de la moitié des emplois restants en France, et tout ce secteur est appelé à disparaître d'ici 10 ans. Donc voilà pourquoi on a des très bonnes raisons d'écrandre l'électrification en France. En même temps, toutefois, l'électrification est aussi présentée et pensée, et pour de bonnes raisons aussi, comme un espoir d'enrayer les déclins, voire les renverser. Et cet espoir a été porté notamment par les présidents de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il annonce en 2020 les plans de sauvetage du secteur automobile pendant la crise. Il dit « Je veux faire de la France les premiers producteurs automobiles européens des véhicules électriques ». Et il a même annoncé, c'est qu'on le retrouve dans les contrats stratégiques des filières, un objectif très ambitieux des 2 millions de véhicules électriques produits en France à l'horizon 2030. Alors pourquoi il y a des bonnes raisons d'y croire dans cet espoir? C'est que s'il est vrai que pour produire un véhicule électrique, on a besoin de beaucoup moins d'entreprises, de pièces et composantes et donc de travail, donc c'est pour ça que ça représente une menace pour les tissus industriels et pour les emplois, il est vrai aussi que cela veut dire que les coûts de travail pèsent moins dans la compétitivité du site industriel que pour un véhicule thermique. Et donc, si les coûts de travail pèsent moins, cela veut dire que les défauts de compétitivité du site France par rapport au site espagnol, slovène, slovaque ou marocain est moins conséquent. Et l'autre raison, c'est qu'au contraire du coût de travail donc, qui pèse moins, les coûts énergétiques, l'effet d'avoir accès à une énergie abondante, pas chère et décarbonée, ce qui va être de plus en plus important parce que pour l'instant en Europe, on ne régule pas encore la production des batteries et des véhicules sur la base de l'empreinte carbone, combien d'énergie, combien de carbone on émet pour les produire, mais ça va arriver en 2025 et 2026. Et donc la France est très bien lotie de ces côtés-là, puisqu'il a les parcs nucléaires les plus importants d'Europe, ce qui garantit donc cette production d'énergie potentiellement pas trop chère et surtout décarbonée. Et donc c'est deux très bonnes raisons de délocaliser la production des véhicules électriques et des batteries en France. Et on a vu, dans la suite de cette annonce, un élan
En France, la création d'ACC, donc c'est l'Airbus de la batterie, une co-entreprise entre Stellantis, SAF, Total, auquel s'est ajouté Daimler plus récemment. On a vu Verkor, une start-up qui va aussi créer une gigafactory dans le nord de la France. On a vu la création d'Electrocity. Luca De Meo, les patrons des Renault, a décidé de mettre beaucoup de ces œufs électriques dans les paniers français et donc de concentrer la production des véhicules électriques dans 3 usines dans le nord de la France avec des investissements très importants. C'était des usines un peu en perdition. Et là, c'est 5000 salariés qui vont être boostés par ces investissements. On vise 400 000 véhicules par an des capacités en 2025, 600 000 à terme. Donc ça pourrait contribuer de manière très significative aux 2 millions des véhicules visés. Donc un élan très fort, qui toutefois, pour l'instant, quand on regarde les données entre 2019 et aujourd'hui, ne s'est pas matérialisé par l'inversion attendue. Au contraire, pour l'instant, l'électrification accélère les déclins. Dans un marché européen qui se situe à peu près 20% toujours plus bas qu'en 2019, à cause de l'inflation, à cause aussi des prix très élevés de l'électrique, eh bien, la production française est toujours 40% plus bas qu'en 2019. Donc ça fait beaucoup moins bien que les concurrents. Et quand on regarde la production des véhicules particuliers, ceux qui sont essentiellement électrifiés aujourd'hui, c'est moins 60%. Et donc la France, qui pesait à peu près 10% sur la production européenne des véhicules, aujourd'hui ne pèse que 7%, bien loin derrière l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, la République tchèque et la Slovaquie. Et donc, aussi les commerces extérieurs, ça c'est un autre élément. Autrefois, la France avait un surplus commercial important, 10 milliards d'euros au début des années 2000 sous l'automobile. A commencé à être déficitaire au début des années 2010 après la crise financière. Depuis, les déficits ne cessent de se creuser. On avait 15 milliards d'euros de déficit en 2019. On est à 25 milliards d'euros aujourd'hui. Et 10 milliards d'euros de ces déficits, c'est dû aux véhicules électriques. Parce que quand on les importe, c'est des véhicules qui coûtent très cher, donc ils pèsent beaucoup sur la balance commerciale. Et aussi, on en produit toujours très peu en France, 130 000 véhicules produits en 2023. Alors, pourquoi ces déclins, je l'ai un peu expliqué, et pourquoi l'électrique ne l'inverse pas? Et là, mon explication principale, c'est qu'on a en Europe, je l'évoquais au début, un cadre réglementaire qui a poussé les véhicules à devenir toujours plus lourds, plus puissants et plus chers, par des normes techniques, aussi par les normes CO2 qui intègrent des objectifs paramétrés au poids. C'est-à-dire que si moi je suis un constructeur européen, j'ai produit des véhicules plus lourds, j'ai droit à des objectifs CO2 moins exigeants. Et peut-être encore plus important, si je suis un producteur des véhicules légers et je veux alléger mes véhicules pour atteindre mon objectif CO2, je ne peux pas vraiment le faire, parce que si je le fais, mon objectif CO2 devient plus exigeant. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, fondamentalement, l'industrie a été amenée à aller vers les haut de gamme. Et avec l'électrification, ça va beaucoup plus vite. Vous prenez des véhicules qui étaient déjà très lourds, très chers et très puissants, vous ajoutez une batterie des 400 kg, 500 kg, vous arrivez à des véhicules qui font 2 tonnes, c'est la moyenne européenne de 2023, et qui coûtent 65 000 euros. Et à ces jeux-là, les constructeurs français sont beaucoup moins équipés que les constructeurs allemands, même si les constructeurs allemands, on les voit, commencent à souffrir aussi. Et en plus de ça, on a les Chinois, on a Tesla. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment clé où il s'agit pour moi à la fois de changer ces réglementations pour amener des véhicules plus légers, ce qui ferait un terrain de jeu plus favorable à l'industrie automobile française, et aussi trouver les moyens de négocier cette nouvelle concurrence chinoise, américaine. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc on voit qu'il y a effectivement voilà, les enjeux de l'électrique, ils se placent dans une dimension de long terme pour l'industrie française. Et il y a des dimensions spécifiques à l'industrie française et l'industrie automobile française. Voilà, on a commencé à aborder la question des normes, et il y a cet horizon à 2035, mais effectivement il y a aussi tout un horizon de plus court terme sur les normes. Et donc je me tourne vers vous, Christophe Chabert, donc en tant qu'acteur, pour vous justement, quelle est votre vision d'un constructeur qui est confronté aux enjeux, alors voilà, aux enjeux de la transition vers le véhicule électrique? Et ça, je pense que il y a voilà, cet aspect de long terme de transition à 2035, et puis de court terme où on a aussi beaucoup entendu le renforcement des normes à partir de l'année prochaine, qui est aussi un enjeu. Et puis il y a une deuxième dimension peut-être sur laquelle vous pouvez revenir. On a vu qu'il y avait, voilà, ça a été évoqué
par Tommaso Pardi, des restructurations qui avaient déjà eu lieu, et notamment pour Renault avec la filiale Ampère sur les activités électriques. Et donc voilà, l'émergence de ces nouveaux acteurs chinois qui, pour certains, sur certains segments, ont clairement une avance technologique. Comment ça change l'organisation effectivement des constructeurs et les éventuelles coopérations entre constructeurs et avec les acteurs chinois? Merci. Qui dit vision, dit point de départ et étendue des possibles. Le point de départ, il est pas rose en ce moment. On observe un environnement mondial qui est de plus en plus fragmenté, une volatilité croissante, des rivalités économiques et militaires qui ne vont que s'accentuer avec des évolutions des alliances et une montée du protectionnisme. Tout cela a un impact très important sur nos chaînes de valeur et pas seulement les chaînes d'approvisionnement. Et ça crée de nouvelles dynamiques qu'il faut prendre en compte, à la fois dans la définition des axes stratégiques d'une entreprise et dans les opérations, dans l'exécution de tous les jours. Deuxième point, nous avons aussi un environnement, un point de départ qui est caractérisé par des défis auxquels les banques centrales doivent faire face, qui est un environnement de taux d'intérêt encore élevé avec une persistance de l'inflation. Et ça a un impact aussi direct sur la structure de nos marchés. Et donc, ces influences court terme, de point de départ, vont influencer les scénarios prospectifs long terme et les options stratégiques qui seront choisies par les firmes. Pour aller et pour répondre aux questions que m'a posées Vincent, je vous propose 4 axes. Je voudrais d'abord vous parler d'un contexte géoclimatique, de la réglementation, de la technologie et des clients. Parce que sans clients, il n'y a pas de marché. Et puis je vous parlerai ensuite, en conclusion, du respect des normes de l'UE et de la concurrence chinoise. Le contexte géoclimatique, on l'a vu malheureusement encore la semaine dernière, pas très loin de la France, en Espagne. Nous avons et nous observons, j'allais dire depuis le protocole de Kyoto, fin des années 90, on observe des événements climatiques majeurs à une fréquence accrue. Et ces événements climatiques perturbent les chaînes globales de valeur et les chaînes d'approvisionnement et ont un impact direct sur la compétitivité des secteurs automobiles. Mais elles ont aussi des impacts sur les budgets nationaux, de par les catastrophes qu'elles créent, et sur les budgets des ménages, de par, là aussi, les impacts qu'elles causent. Et elles se transmettent au secteur automobile par un effet double, qui sont à la fois les prix et l'appétence à payer des clients. Mais dans ce contexte géoclimatique, on a aussi des clients. Et ces clients, ils ont 2 casquettes. Ils sont à la fois citoyens et consommateurs. Le citoyen, il a compris que le défi climatique est réel. Et en tant que citoyen, il supporte les politiques publiques qui visent à décarboner les activités, au moins en Europe. Mais en tant que consommateur, la question, c'est est-il prêt à payer le prix de ces politiques? Parce que dans une phase de transition, quand vous passez d'une situation A à une situation B, la situation B sera vertueuse, mais la phase de transition, elle est douloureuse. Et donc l'importance, c'est la compétitivité. Tommaso en parlait, je me souviens très bien de la fin de l'année 2008, la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre, et la préparation des États généraux de l'automobile à Paris. Il avait été à l'époque identifié des écarts de compétitivité ramenés au coût de fabrication par véhicule de plusieurs milliers d'euros. Cette situation, globalement, est inchangée. Les impôts de production sont toujours là et les écarts et les choix qui sont faits par les pays sur le financement des politiques publiques, d'abord sur le travail et non pas sur la TVA ou les ventes, qui pourraient toucher tous les produits consommés par la population, n'est toujours pas fait.
Après le contexte géoclimatique, je vous ai dit que je voulais vous parler de la réglementation. Alors, la réglementation, c'est un défi. Je vous rappelle que c'est une décision du Conseil de l'Union fin 23 qui a décidé d'appliquer des tarifs compensateurs. Enfin, c'était même 29 octobre. Le 29 octobre, on a eu cette décision. Et on a une décision de bannir les moteurs thermiques à l'horizon 2035. Alors, un point quand même, c'est très bien d'être vertueux, j'ai aucun souci là-dessus, et ça fait l'honneur de l'Union européenne. Mais je vous rappelle que les pays qui ont décidé aujourd'hui de la fin de la commercialisation de véhicules neufs équipés de moteurs thermiques en 2035, il y en a 3. Il y a l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Californie. Ça fait 14 millions de véhicules en termes de marché, c'est-à-dire 16% d'un marché, grosso modo, à 85-90 millions. D'accord ? 14%. Donc il vous en reste 86, sur lesquels il n'y a pas de décision politique d'abandon du moteur thermique, et donc pour lesquels les firmes et les tissus d'entreprises, équipementiers et fournisseurs devront répondre. Un point important là-dessus, c'est que la fin, et j'y reviendrai, mais la fin de la vente de ces moteurs thermiques en 2035 s'est accompagnée du choix par le régulateur de la technologie à appliquer. Jusqu'à cette décision, les choix technologiques étaient laissés aux firmes, constructeurs, équipementiers. On vous donnait un objectif d'émission de CO2 et on vous disait à vous de trouver les solutions technologiques qui vous permettront d'y parvenir. Et les choix technologiques étaient quelquefois différents. Là, le régulateur, il a fait un choix, il a dit, messieurs, ça sera le véhicule thermique. Électrique, pardon. Et ce choix du véhicule électrique, s'est-il accompagné d'une réelle analyse d'impact approfondie? J'en veux pour preuve l'audition au Sénat de M. Sénard, le président du conseil d'administration du groupe Renault, qui pointait effectivement ce manque d'analyse d'impact approfondie. Le régulateur a choisi une technologie, le véhicule électrique, et cette technologie, aujourd'hui, c'est une batterie lithium, qu'elle soit sur chimie NMC ou sur chimie LFP, peu importe, c'est une batterie lithium, et cette batterie lithium, ce lithium et les terres rares qui sont utilisées sont raffinés à plus de 80% en Chine. Donc le choix du régulateur a créé des vulnérabilités dans le secteur automobile et chez les constructeurs. Une incidente, des vulnérabilités et pas des risques. Des risques, on en gère tous les jours. Un risque, c'est si jamais mon fournisseur pour ma fourniture lambda a un problème, je me retourne, je trouve un fournisseur lambda prime, je mets du temps pour ressourcer. Si c'est une commodité, ça va un petit peu plus vite. Ça, c'est du risque. Je pars d'un pays A vers un pays B, c'est du risque. On manage. Une vulnérabilité, c'est vous avez une fourniture qui est concentrée. Si cette fourniture-là n'est plus assurée, vous faites face à un souci. Et le choix du régulateur sur le véhicule électrique et donc sur les batteries et donc sur le lithium crée des vulnérabilités. 80% du raffinage se fait en Chine. Qu'est-ce qui se passe si demain matin, vous n'avez plus accès à ces ressources? Le contexte géoclimatique, la réglementation, la technologie. La technologie, un point important. D'aucuns aiment à dire les Américains innovent, les Européens régulent et les Chinois planifient. Je vous parle de ça parce qu'en 2006, la loi s'appelait Renewable Energy Law. En 2006, les Chinois, avec la NDRC, le Comité national de la réforme et du développement, ont édicté des règles. Ils avaient fait un constat, à partir de leur entrée en l'EMC au tournant des années 2000, ils avaient créé un écosystème dans lequel ils obligeaient les constructeurs étrangers à venir avec des JV, dans lesquels ils étaient jamais majoritaires.
Et au travers de toutes ces JV, ils en ont eu des dizaines et des dizaines, ils ont constaté qu'ils avaient beaucoup de mal à maîtriser suffisamment le moteur thermique pour pouvoir en créer plus tard, en disposer d'un réel avantage comparatif qui serait unique à la Chine. Donc, 2006, ils édictent cette loi et ils font le choix de l'électrique. Ce que dans les théories, on appelle le leapfrog. Donc, je saute, j'abandonne le thermique et je saute à l'électrique. Mais ils ont planifié. Ils ont planifié. C'est-à-dire qu'il y a eu des politiques de soutien à l'achat, il y a eu des politiques d'internalisation des groupes, il y a eu des politiques de soutien et de subvention importantes à la recherche et au développement, si bien que vous avez des véhicules, un marché électrique qui s'est développé fortement, donc une base de vente et de production importante, donc des amortissements des coûts de R&D importants et des créations de capacités de production pour servir cette demande. Et la situation dont Vincent parlait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire que vous avez un marché chinois qui maintenant est surcapacitaire parce que dès qu'il ralentit, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait des véhicules qui sont produits mais qui ne sont pas consommés sur le marché chinois. Or, au début des années 2000, il y avait la triade pour l'automobile. Il y avait les États-Unis, le Japon, l'Europe. Bon, aujourd'hui, il y a la Chine en plus. La Chine ralentit, elle ne sait pas quoi faire de ses véhicules électriques. Donc il reste trois autres marchés. Japon, vous oubliez, donc Amérique Nord, Europe. L'Amérique Nord, vous l'avez vu avec Trump, vous l'avez vu avec le Canada, c'est 100%. Là, on parlait tout à l'heure de droits compensateurs entre 17 et 35. Là, on parle de 100%. Donc le seul endroit où ça va aller, c'est en Europe. Je vais aller vite parce que Vincent vient de me faire remarquer que j'étais un peu en retard. Les clients, ça, je ne veux pas le rater parce que je vais vous en parler. Le client, c'est celui qui décide s'il achète ou s'il n'achète pas. Et aujourd'hui, le véhicule électrique, il a deux freins. Le prix, l'autonomie. Alors, je dirais, il a un frein, le prix, et une anxiété, l'autonomie. Le prix, c'est l'écart de prix qu'il constate pour un véhicule de segment identique entre un moteur thermique et un moteur électrique. Et la responsabilité du secteur automobile, constructeur et équipementier, c'est de parvenir à faire baisser ses prix de telle façon qu'on arrive à cette parité le plus vite possible. L'anxiété de l'autonomie, elle est à la fois rationnelle et illogique. Pourquoi ? Parce que la grande majorité des Européens ne fait pas plus de 30 à 80 km de déplacement par jour. Et je peux vous assurer qu'entre 30 et 80 km de déplacement par jour, le véhicule électrique répond parfaitement à ses besoins. La question se pose quand vous faites des déplacements au-delà de 400 à 500 km, qui sont aujourd'hui les autonomies des véhicules électriques. Et là se pose la question de la disponibilité des réseaux de charge et de la rapidité de ces réseaux de charge. Si vous vous arrêtez une demi-heure ou si vous vous arrêtez 10 minutes, ce ne sera pas la même chose. Mais si vous voulez vous arrêter moins longtemps, il faut des batteries à densité énergétique un peu plus importante, et donc vous trimballerez de la masse supplémentaire. Et comme le disait Tommaso, il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, dans les années 70, on avait des véhicules qui faisaient moins de la tonne. Aujourd'hui, vous avez des véhicules Range Rover, il va bientôt falloir un permis poids lourd pour les conduire. On est à plus de 3 tonnes. Donc le client, il ne faut pas l'oublier, et ce client, il faut lui mettre à disposition des politiques de soutien, d'achat. On est entre une fin de marché thermique et un début de véhicule thermique, on est encore dans la transition. Si vous supprimez les politiques publiques de soutien à l'achat, le marché s'arrête. On l'a vu cette année, ou l'année dernière, enfin cette année, en Allemagne. Arrêt du soutien des politiques publiques à l'achat de véhicules électriques, chute du marché. Donc, ça veut dire que dans un environnement caractérisé par des marges budgétaires contraintes, plus en France qu'en Allemagne, mais vous avez vu cette nuit que le chancelier Olaf Scholz s'est défait de son ministre de l'économie et que la coalition au pouvoir va avoir un petit peu de mal. Il est important de maintenir ces politiques publiques. Je vous parlais de la disponibilité des matières premières et du raffinage. Si je saute à une solution, qu'est-ce qui empêcherait l'Europe de garantir l'approvisionnement en matières raffinées
Parce que ça, ce n'est pas un différenciant entre le groupe Volkswagen, le groupe Renault, le groupe Stellantis, j'en parle, c'est de meilleurs. La souveraineté européenne, c'est aussi ça. C'est de réfléchir à comment je peux assurer mon indépendance d'un point de vue technologique pour assurer que mes citoyens, qui sont aussi mes consommateurs, s'y retrouvent à la fin. Juste un point sur les normes UE et la concurrence chinoise, et vous en avez fait mention, je pense que là, il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est innovation, 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 innovation. Innovation, c'est de l'innovation technologique, c'est de l'innovation organisationnelle, c'est de l'innovation en termes de gestion de marque, c'est de l'innovation à tous les niveaux. Cette innovation, c'est aujourd'hui le véhicule défini par le logiciel, le fameux SDV, le Software Defined Vehicle, de telle façon que le véhicule soit upgradable et scalable, c'est-à-dire qu'on puisse l'améliorer tout au long de sa vie, donc lui conserver, voire augmenter la valeur de ce véhicule. Et donc, le travail des politiques publiques européennes, c'est de favoriser cet environnement. Et donc, ce qui est important, c'est des politiques publiques qui vont viser à pouvoir fédérer les efforts de recherche, de développement, d'industrialisation. C'est pas quand on sort du labo pour aller dans l'usine, ça prend du temps. Donc recherche, développement et industrialisation, à la fois des bases logicielles et des bases électroniques qui vont permettre ce développement. J'ai été un peu trop long, je m'en excuse. Merci beaucoup pour tous ces éléments très riches. Alors on va revenir sur les aspects, voilà, les politiques publiques et voilà quels sont les éléments les plus importants. Mais avant, bon, je voudrais donner la parole à Alexia Visca. Donc voilà, on a vu, on parle beaucoup aujourd'hui de véhicules électriques et en même temps, ils représentent encore une part limitée des immatriculations. En même temps, on entend beaucoup de cas de plans sociaux chez les sous-traitants notamment. Donc voilà, la question que je veux vous poser, c'est finalement pour les acteurs qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les acteurs de la filière? Est-ce que voilà, cette transition vers le véhicule électrique, est-ce que c'est vraiment prégnant encore déjà aujourd'hui? Cet enjeu d'adaptation à long terme, est-ce qu'il est prioritaire pour les sites, pour les travailleurs du secteur? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est un sujet qui est redondant dans le secteur automobile. Tommaso l'a déjà dit, le déclin de l'emploi, ça ne date pas de l'électrification. C'est une mécanique qui a été qui est enclenchée et qui ne s'arrête pas. Et effectivement, là, si on regarde les derniers effectifs d'emploi de la filière automobile française industrielle, on est à 176 000 emplois à fin 2023. On était à 200 000 en 2018. Donc, et entre-temps, on ne vend pas autant d'électriques. Le mix de vente en Europe, il est de 14% aujourd'hui. Donc on a une attrition de l'emploi industriel en France qui est décorrélée de cette électrification. Donc c'est pas l'inducteur majeur de la baisse de l'emploi qu'on observe aujourd'hui en France. Donc, il y a eu des études d'impact sur l'électrification en termes d'emploi. Donc elle date de 2018. Nous, au cabinet, on avait étudié une étude allemande, IELAB 2, qui assez précisément chiffrait le nombre d'emplois par pièce. Et donc, on arrivait à la conclusion que sur la partie powertrain, donc moteur, boîte de vitesse, le besoin main-d'œuvre serait divisé par 3 sur un moteur électrique par rapport à un moteur thermique, si on incluait de l'intégration de valeurs, batterie, composants de puissance qu'on n'avait pas ou peu sur les moteurs thermiques. Donc en fait, se diviser par 3, c'est un net. Si on ne réindustrialise pas en Europe la batterie et les composants de puissance, on est plutôt à un ratio de diviser par 5. D'où l'intérêt majeur de ne pas freiner ce qui est en train de se construire sur la réindustrialisation des batteries, puisque c'est le premier entrant de l'amortisseur social qu'on avait imaginé et que l'ensemble des politiques européennes avaient imaginé pour ce passage à la transition. Donc, et ça fait le lien avec justement l'assouplissement des normes qui est prôné par un certain nombre de constructeurs, parce que c'est un risque de voir s'échapper cet amortisseur social.
Alors, si on prend effectivement toutes ces études de net, hein, c'était la PFA qui avait aussi fait une étude sur les opportunités, donc combien représenterait cette nouvelle chaîne de valeur. C'était 36 000 emplois potentiels en France si on investissait cette nouvelle chaîne de valeur. Dans les gigafactories, dans cette étude de 2018, ça représentait 16 000 emplois sur ces 36 000. Aujourd'hui, avec les annonces des gigafactories annoncées, on est à 4 500 emplois. Donc on ne prend pas le chemin de ce solde net divisé par 3. On a déjà pris énormément de retard sur déjà cette partie gigafactory qui est la plus en avance. Et on a pris du retard parce qu'on est uniquement sur une petite partie de cette chaîne de valeur. On est sur l'assemblage final de cellules, mais on est encore dépendant fortement de pièces, de composants actifs qui viennent de Chine. Donc cette spirale de réindustrialisation, elle est amorcée doucettement. On est encore loin des opportunités promises. Et finalement, chaque assouplissement de normes fait peser le risque de casser cette spirale. Un exemple aussi qu'on a eu récemment sur le recyclage des batteries. Un recyclage des batteries qui était censé être la solution à 2 problèmes. La dépendance stratégique aux matériaux qu'évoquait M. Chabert, et puis aussi l'impasse sociale. Et finalement, les 2 projets français qui avaient été étudiés, donc c'était Eramet et Orano, ont été abandonnés, enfin suspendus. Suspendus parce que faute d'écosystème cohérent. Et là, je rejoins effectivement M. Chabert, c'est comment voulez-vous construire une filière recyclage quand finalement le business model, ça aurait été quoi? Des gigafactories françaises ou européennes qui achètent des matériaux actifs en Chine. Donc on a un premier flux, Chine-France. Vous l'assemblez en France dans une gigafactory. Ça crée du déchet. Vous recyclez ce déchet dans une usine de recyclage. Cette usine de recyclage, elle renvoie la matière première recyclée en Chine pour faire le matériau actif, parce que vous n'en avez pas en Europe. CAM, pré-CAM, la cathode. Et cette cathode chinoise faite avec du matériau recyclé en France, issu de l'assemblage de gigafactories françaises, revient dans la gigafactory française pour refaire des cellules. Donc aujourd'hui, le flux, il est comme ça. Si on devrait le faire maintenant, on aurait ce flux. Parce que l'écosystème complet n'est pas encore présent en Europe. Et donc le business model est inconcevable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, en investisseur avisé, vous ne pouvez pas répondre à l'exigence de marge que génère l'investissement dans ces usines. Donc d'où la suspension qu'on a de ces projets. Donc effectivement, il manque une brique d'écosystème de cohérence. Et effectivement, cette échéance de 2035, bon, ça a donné un cap très important à la filière, mais dès le départ, les premières réactions, c'était de dire c'est incompatible avec le temps industriel. Parce que le temps de mettre en œuvre tout un écosystème, 15 ans, ça peut paraître long, mais pour une industrie automobile, c'est finalement deux projets véhicules. Hein. Entre le moment où vous décidez un projet véhicule, vous le développez, vous l'industrialisez, sa fin de vie, et vous en reprenez un autre, il y a deux générations de voitures, en fait. Donc c'est quand même assez long. Sachant que vous avez, dans le pipe, entre guillemets, des constructeurs, ils sont déjà en train de préparer la deuxième génération, la troisième génération de véhicules qu'on voit aujourd'hui rouler. Hein, donc l'inertie est quand même assez grande dans ce monde industriel. Donc ça, c'est effectivement important à avoir en tête, ce cycle de réindustrialisation. Alors, la préoccupation maintenant du terrain. Hein, donc effectivement, c'est une préoccupation forte, hein, mais ce n'est pas celle qui inquiète le plus. Ce qui inquiète le plus, c'est effectivement tous les plans sociaux qu'on entend aujourd'hui. Alors des plans sociaux qui peuvent avoir plusieurs véhicules juridiques, donc on entend beaucoup parler de PSE, de fermeture, on va dire que c'est la partie extrême du processus de restructuration, mais on a aussi tous des départs qu'on appelle silencieux, des départs volontaires, donc des plans de départ volontaires, et qui vont concerner beaucoup de mesures seniors. Donc, parce qu'il faut savoir quand même que la filière, on a 50% de l'effectif en 2020 qui avait plus de 47 ans. 2020. Donc si on projette un peu à 2030,
au moment où on va parler d'électrification, naturellement, vous allez perdre 50% des emplois. Donc quand on met en perspective le fameux ratio divisé par 3 les effectifs, si on réussit notre réindustrialisation, et cette pyramide des âges qui mécaniquement va diviser par 2 les effectifs, on arrivait, d'un point de vue des acteurs privés, à un relatif équilibre. Hein, l'horizon est en 2035, on a une pyramide des âges qu'on ne renouvelle pas, et on réindustrialise sur certaines activités, et on arrive à trouver ce point d'équilibre. Mais comme je vous l'ai dit, le premier inducteur de la réindustrialisation, il n'est pas forcément à bout. Enfin, on n'a pas réussi à l'enclencher aussi rapidement et à hauteur de ce qu'on voudrait. Et l'autre facteur, c'est on détruit plus rapidement que prévu. Parce qu'on n'attend pas que les gens partent en retraite. On accélère ces départs en retraite avec des plans de départ volontaires, donc qui ne sont pas forcément ébruités, parce que c'est effectivement des plans, on va dire, au fil de l'eau. Hein, c'est du volontariat, les gens sont... C'est quand même un métier pénible, il ne faut pas non plus se le cacher, même si physiquement on a eu des améliorations, mais c'est quand même des emplois qui sont en tournée, matin, après-midi, nuit, ça use. Donc c'est des gens qui veulent aussi partir en retraite plus tôt. Donc on a plutôt des départs en retraite réels à 57, 58 ans que 60, 62 dans le secteur. Donc ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Et c'est lié à quoi finalement? C'est... ce que disait aussi M. Chabert, c'est les politiques de recherche de compétitivité qui pèsent sur notre tissu industriel. Alors, il y a effectivement chez les constructeurs un ajustement des capacités européennes pour se caler à la demande du marché, qui a perdu 20%, comme le disait Tommaso Pardi. Mais il y a aussi un autre facteur qui est très important et qui s'est accéléré ces dernières années, c'est la recherche de sourcing low cost. Hein, donc, c'est la demande des constructeurs d'aller s'approvisionner dans des zones moins chères, low cost. C'était l'Europe de l'Est, le Maroc, ça devient l'Inde et la Chine. Avec d'ailleurs une certaine schizophrénie. On parle de la peur des marques chinoises à venir s'implanter en Europe et on demande pour des pièces de commonalité, des pièces de véhicules automobiles aux sous-traitants d'aller s'installer en Chine ou en prenant des acteurs chinois pour approvisionner des pièces pour l'Europe. Donc on est dans ce paradoxe. Hein. Donc, et ça, c'est important. Alors, j'avais retenu quelques chiffres. Le dernier chiffre qu'on avait de public de Renault sur le sourcing low cost, ça date de 2015. C'est un peu vieux. C'était déjà 50% des pièces. Alors, le low cost, effectivement, Maroc, Roumanie, c'était des bases industrielles fortes chez Renault, donc ça jouait fortement. PSA, en 2014, avait publié un objectif de passer de 20% à 40%. Et dernièrement, Stellantis, dans ses publications aux investisseurs, a annoncé vouloir passer à 80% en 2028. Et c'est ces stratégies-là qui impactent aujourd'hui notre tissu industriel. Aujourd'hui, on a des acheteurs qui privilégient à tout prix le sourcing low cost. Et alors, effectivement, il y a des questions de compétitivité, mais ce n'est pas toujours aussi évident à justifier. Mais il y a aussi, comme disait Tommaso Pardi, un vieillissement de notre outil industriel qui n'a pas été entretenu et investi depuis plusieurs années, compte tenu du déclin structurel, et qui fait que chaque nouvel investissement coûte. Et c'est là où on a un déficit aussi de compétitivité, c'est qu'on part de plus loin pour moderniser l'outil. Hein, et ça, c'est assez structurel, effectivement. On peut pas rivaliser avec une usine neuve marocaine et nos usines presque centenaires en France qui n'ont pas été modernisées. Donc ça, c'est une volonté, enfin, ça découle de l'histoire, en fait, hein, de notre tissu industriel. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, on a eu voilà, beaucoup d'éléments très riches. Alors, juste pour vous rappeler, vous pouvez poser des questions donc, au numéro qui s'affiche
qui s'affiche derrière, mais avant de relayer les questions, donc soit du public ici, soit des gens en ligne, j'en ai déjà un certain nombre de points que je voudrais que vous voir un petit peu pousser, et notamment Tommaso, vous l'avez un petit peu évoqué sur l'aspect des normes. Il y a un vrai enjeu de normes, et puis il y a un enjeu de passage au véhicule électrique, mais il y a aussi quel véhicule électrique, de quel véhicule électrique on parle. Vous avez parlé du poids des véhicules. Donc voilà, il y a une question qui se pose. Si on remplace tous les véhicules d'aujourd'hui par des SUV qui sont aussi polluants à produire, ça pose des questions en termes d'atteinte de nos objectifs climatiques. Donc voilà, comment on peut orienter la demande et l'offre vers des petits modèles, parce que c'est ça dont on parle, cohérents avec les objectifs climatiques. Alors, on sait que c'est très difficile puisque tous les constructeurs sont en train d'arrêter la production de ces petits modèles les dernières 5 ou 6 années. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alors, au niveau européen, ces normes sont gérées par différents DG au sein de la Commission européenne. Donc, chacune a en charge une réglementation importante, avec des objectifs ambitieux, 0 mort sur la route 2050, 0 émission de CO2 2035, plus des connectivités, véhicules intelligents, logiciels avec protection des données, moins des bruits, moins des matériaux toxiques, au plus des recyclabilités. Mais les problèmes, c'est qu'on l'a observé, ces DG ne parlent pas entre elles. Ils fonctionnent un peu toutes choses égales par ailleurs. Ils font des calculs d'impact assez simplifiés, où ils disent finalement ça ne va pas coûter trop cher aux constructeurs d'avancer vers cet objectif ou vers cet autre, et ça ne va pas amener trop de masse. Et finalement, quand on somme tous ces différents DG et tout ce qu'ils exigent, on observe d'une part que cette exigence réglementaire s'est durcie, aussi parce qu'il y a des groupes de pression qui, pour des très bonnes raisons, veulent avoir des véhicules plus sûrs, moins polluants, etc. Et on aboutit à un véhicule paradoxal, puisque pour beaucoup de ces objectifs, avoir des véhicules plus légers et moins puissants, ce serait la manière la plus rationnelle d'avoir des véhicules plus sûrs. Pour les lois de la physique, quand un gros SUV va impacter un cycliste, un piéton ou un autre véhicule, il va faire beaucoup plus de dommages, et statistiquement, on le voit, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des morts ou des blessés. Donc avoir un parc plus léger, c'est une manière de protéger la sécurité routière. Or, on comprend bien qu'il faut mettre dans les véhicules des technologies plus avancées pour empêcher les accidents et pour protéger ceux qui sont dans les véhicules en cas d'accident. Mais il faut trouver un équilibre entre ces deux dynamiques. Pareil pour les CO2. Avec la dieselisation, maintenant avec l'électrification, on va vers des véhicules toujours plus lourds, qui demandent plus de matériaux. Donc pour les moteurs à essence, c'était un vrai problème, parce qu'un véhicule plus lourd consomme plus d'essence. Donc c'est qu'on gagnait avec les nouvelles technologies, on les perdait en masse et puissance. Donc finalement, on voit qu'en consommation réelle, c'est à peu près stationnaire. En 20 ans, on a réduit de 7-8% en consommation réelle les émissions, donc la consommation et les émissions, alors que l'objectif était de 40%, parce que les véhicules, entre-temps, sont devenus tellement plus gros et plus puissants que ce qu'on a gagné, on l'a perdu de ces côtés-là. Donc il faut retrouver au niveau réglementaire une approche plus holistique et dire quel type de véhicule on veut, de quel type de véhicule on a besoin, et donc réintégrer l'idée que la masse et la puissance moteur qui va aussi affecter la affordability, c'est-à-dire la capacité de tout le monde d'acheter des véhicules neufs, doit être remis au centre de la table pour les véhicules électriques, parce qu'avec les véhicules électriques, on l'a vu, si on électrifie les véhicules thermiques avec les mêmes normes, on arrive à des véhicules impossibles à acheter, mais aussi d'un point de vue des soutenabilités, parce que tous les matériaux qu'on doit mettre dedans, les batteries, etc., c'est pour certains gros SUV électriques faits en Allemagne ou en Chine, la dette carbone, c'est-à-dire l'empreinte carbone de ces véhicules avant d'être utilisés, est tellement importante qu'ils font une dizaine d'années avant que ces véhicules soient effectivement plus verts qu'un véhicule thermique équivalent. Et on n'a pas 10 années à perdre. Et en plus, on l'évoquait, les matériaux nous viennent des Chines, donc si on réduit les besoins des matériaux par véhicule, on est moins vulnérable. On a besoin de moins matériaux pour le même nombre de véhicules. Donc on a urgence de replacer les petits véhicules au centre du marché européen du véhicule électrique, d'autant plus que pour les véhicules électriques, quand vous avez un gros véhicule, il faut une grosse batterie. Il y a pas d'autre. Et la grosse batterie pèse 500 kg supplémentaires. Donc les gros véhicules, vraiment. Donc c'est un cercle vicieux. En plus, avec toutes les réglementations, on sait que chaque kilo ajouté à un véhicule, c'est 800 grammes de poids supplémentaires à cause des réglementations qu'on va mettre sur les véhicules. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc il faut le casser
Parce qu'un petit véhicule avec une petite batterie, c'est doublement vertueux, hein, parce que c'est des véhicules dont on a besoin tous les jours, mais c'est aussi un véhicule qui coûte beaucoup moins cher et qui peut, à un coût d'usage, compenser très largement les surcoûts de la batterie. Parce qu'avec un véhicule électrique, vous ne faites pas les plans, ça coûte beaucoup moins cher si vous chargez à la maison. Il peut y avoir des solutions aussi, avec les nouvelles technologies, de vendre l'énergie que vous stockez et donc de compenser les surcoûts du véhicule électrique. C'est un véhicule qui s'use beaucoup moins, qui a besoin de beaucoup moins des coûts de maintenance. Il n'y a pas toute la partie thermique, mécanique, etc. Donc c'est un véhicule qui potentiellement, un coût d'usage est beaucoup plus faible. Si on réduit les tickets d'entrée, il y a beaucoup de ménages qui trouveraient en fait un intérêt, surtout ceux qui roulent beaucoup et de manière fréquente et pas sur des longues distances. Un petit véhicule à faible autonomie, à un prix très abordable, pourrait être une solution. Mais il faut repenser tous les cadres réglementaires pour ces véhicules-là. Et donc c'est une proposition qu'on a fait récemment dans un rapport qu'on a publié dans les actes de GRPISA, de réintroduire, comme on l'a au Japon, une catégorie spécifique hein, qu'on limiterait en masse, en puissance, et qui serait réglementée ainsi, ce qui permettrait aux régulateurs d'avoir en tête que cette catégorie est vertueuse et qu'il faut être protégée, et aussi permettrait aux États de réorienter toutes ces politiques de soutien vers ces véhicules-là, comme on le fait au Japon. Au Japon, les K-Cars, hein, c'est l'exemple qu'on a pris, que c'est des véhicules qui sont limités en puissance, en dimension, et qui coûtent moins de 10 000 euros, et quand ils sont en version électrique, ils coûtent 15 000 euros, donc qui restent abordables, sont des véhicules qui sont subventionnés par les politiques fiscales, par les politiques d'aménagement du territoire, par les politiques des transports, et qui ne sont pas des véhicules urbains, hein, contrairement aux idées reçues. En fait, ce sont des véhicules qui sont très répandus en milieu rural, dans les petites villes, là où il n'y a pas de transports publics, pour des ménages aux revenus faibles. Et donc, c'est les véhicules qui viendraient remplacer en Europe les vieux véhicules d'occasion que tout le monde a. Et ça, c'est un gros problème. On a 280 millions de véhicules d'occasion très vieux en Europe. C'est ça qu'il faut remplacer pour décarboner les transports. Ce n'est pas avec des SUV à 2 tonnes qu'on va y arriver. Et donc, il faut mettre en place des politiques qui vont permettre aux ménages qui ont des vieux véhicules thermiques de passer directement à des petits véhicules électriques où ils gagneraient un coût d'usage, où ils auraient des véhicules mieux dimensionnés aux usages fréquents. Et il faudra aussi penser à une offre des services de mobilité longue distance qui viendrait les compléter. Parce que moi, je ne suis pas persuadé qu'avec un véhicule électrique, il faut les dimensionner, l'équiper pour faire Paris-Marseille. C'est une absurdité. On a les trains pour ça, on a d'autres manières de se déplacer. Il faut repenser la mobilité pour s'habituer à ces nouveaux véhicules qui a des faiblesses en autonomie, mais qui nous permettraient d'avoir des coûts d'usage beaucoup plus faibles et surtout à décarboner les transports. Merci beaucoup. Donc, il y a cet aspect demande, et c'est vrai que j'ai envie de vous interroger un peu tous sur l'aspect offre. Voilà, est-ce qu'on peut produire des petits véhicules en France, des petits véhicules que vous évoquez qui sont particulièrement nécessaires en termes de transition, de décarbonation. Mais avant, Alexia, vous vouliez réagir ? Oui, parce qu'effectivement, ça fait lien aussi à ce que disait M. Chabert, hein, problème de demande ou problème d'offre. On penche quand même beaucoup sur le problème d'offre, sur le développement du véhicule électrique, puisqu'effectivement, il y a quand même assez peu de véhicules peu chers. Hein, il n'y en a pas. Il n'y en a concrètement pas. Je pense que même la MG4, je crois que c'est 23 000 euros ou 25 000 euros. C'est quand même beaucoup plus élevé que ce que le prix moyen du consommateur. Hein. La Dacia Spring, mais qui est fait en Chine. Hein, donc on n'a pas d'offre disponible fait en Europe ou en France qui pourrait répondre à cette demande. Donc effectivement, il y a quand même un problème d'offre. Alors les conditions pour que ce soit vertueux, on a compris que c'était un élément vertueux environnemental, hein, puisque ça permet de répondre au renouvellement du parc et puis de consommer globalement moins de matière. Il faut que ça s'accompagne effectivement d'un cercle vertueux social. Hein, donc effectivement, il faut que ce soit produit en Europe, en France aussi. Et là, on arrive à une demande convergente. C'est-à-dire que ce petit véhicule électrique accessible, c'est une demande globalement des ONG et aussi des organisations syndicales, donc tout l'écosystème de filière, parce que ça répond aux besoins de production locale. Et ça a du sens en termes d'empreinte carbone. Donc, tous les acteurs se demandent finalement ce petit véhicule léger.
Il y a une étude récente qui a été faite sur la compétitivité française, et donc sur ce petit véhicule, économiquement, il n'y a pas de justification à ne pas le faire en France, parce qu'on a un écosystème local, on a une demande locale, il y a assez peu d'écart finalement entre notre coût du travail, on va dire, dans nos usines, avec ceux d'Espagne ou d'autres pays, surtout que dans le véhicule électrique, le coût du travail est dilué. Parce que ce qui fait le coût d'un véhicule électrique, c'est sa batterie. Donc la notion de coût main-d'œuvre, elle est secondaire, accessoire. Donc il y a une porte ouverte à cette réindustrialisation de ce petit véhicule, d'autant plus s'il est subventionné ou accompagné de politiques publiques. Merci. Je ne sais pas si Christophe Chabert, vous voulez réagir là-dessus. Alors peut-être en attendant, il me semble qu'on a parlé de... Voilà, il y a beaucoup de politiques publiques qui sont liées aux véhicules automobiles. Donc il y a cette question des normes, il y a cette question du soutien à la demande. Aujourd'hui, on voit qu'on a effectivement des droits de douane qui sont mis en place voilà, pour rétablir des conditions de concurrence entre l'Union européenne et la production chinoise. Voilà, avec le constat qu'il y a effectivement des subventions assez importantes du côté chinois aux producteurs sur leur sol national, et pas uniquement les producteurs chinois de manière générale sur le sol national. Donc peut-être, Christophe, j'aurais envie de vous demander, voilà, dans tout cet éventail de politiques publiques, voilà, est-ce que c'est suffisant dans les différentes dimensions, et puis peut-être, est-ce qu'on a une perspective sur notamment le soutien à la demande? Est-ce qu'on a une perspective de savoir quand est-ce qu'on a une perspective de véhicules électriques qui pourraient, sur les différents segments, qui pourraient être voilà, concurrentiels, moins chers que les véhicules thermiques? En tout cas, voilà, on sait que il y a cette transition, mais quel est l'horizon du soutien à la demande, de la solvabilisation de la demande aussi? Alors je pense que sur les politiques de soutien, on va essayer de les séparer entre celles qui doivent être dirigées vers le consommateur client et celles qui sont dirigées vers le secteur. Celles dirigées vers le consommateur client, ce sont des politiques de soutien à l'achat, et celles-là, tant qu'on n'a pas un secteur électrique suffisamment développé, avec une compétitivité suffisamment forte, et donc une parité de prix la plus proche de celle des véhicules thermiques, il faudra la maintenir. Et ça pose des questions parce que la soutenabilité budgétaire de ces efforts, notamment en France, pose problème. Si on regarde les politiques de soutien public côté secteur automobile, bon, j'ai entendu tout à l'heure des remarques sur le fait qu'effectivement le poids de la batterie, non seulement sa masse, mais le poids de la batterie dans le prix de revient de fabrication étant ce qu'il est, la part de coût de main-d'œuvre dans la valeur ajoutée fait que ça met moins de pression sur le reste. Vous savez, on se bat au centime d'euro près sur un PRF. Donc je ne ferai pas bien cette remarque. On se bat tous les jours, on se bat au centime d'euro près sur un PRF. Donc batterie, pas batterie, et dans la batterie, il y a de la valeur ajoutée. Juste rappeler PRF, ce que ça veut dire. Oui, le prix de revient de fabrication, pardon. Le coût de revient, d'accord, le coût des ventes de ce véhicule. C'est pas la même chose, mais on va faire simple. Bon. Et donc, dans la batterie, vous avez bien évidemment de la matière, mais vous avez aussi une partie de main-d'œuvre, d'assemblage, que ce soit les cellules, les modules, le pack. Un point important aussi, pour rebondir sur ce que disait Tommaso, sur petite voiture abordable. Là aussi, il faut avoir toujours cherché la logique. Une politique publique, elle doit être logique, et elle doit avoir sa propre logique et pouvoir tirer une logique de secteur. On constate, et Tommaso l'a fait, les véhicules sont gros. Ils sont gros parce qu'ils ont beaucoup de batteries, des batteries très puissantes, batterie de 100 kWh, c'est 400 km, donc ça veut dire que quand vous êtes seul dans votre voiture, vous êtes en fait seul avec une vache. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu, enfin, je veux dire, c'est un peu surprenant. Donc, mais pourquoi vous êtes comme ça? Parce que si on vous baisse
le poids de la batterie. On peut avoir des batteries à 30 kWh avec des autonomies plus faibles. À ce moment-là, soit vous roulez moins et vous rechargez chez vous, et ça va très très bien, soit vous avez besoin de vous déplacer, et à ce moment-là, si vous voulez que ça marche, il faut des recharges, il faut des structures, des réseaux de recharge. Et il faudra des réseaux de recharge rapides pour que vous n'y passiez pas un temps trop important. Et donc là aussi, ça veut dire qu'il faut des politiques de soutien public au développement de ces réseaux de recharge. En France, on n'est déjà pas trop mal équipé, mais sortez de la France, elle est en Espagne, au Portugal ou en Italie, la situation est drastiquement différente. Donc, pour un Européen, ça veut dire qu'il faut continuer au niveau européen, d'avoir des politiques de soutien à ces réseaux de recharge, à la disponibilité de ces réseaux de recharge et à la qualité de ces réseaux de recharge, notamment en charge rapide. Et c'est grâce à cela qu'on pourra effectivement avoir des véhicules avec des batteries plus faibles en densité énergétique, donc moins lourdes, et donc des véhicules moins lourds, qui abîmeront moins les réseaux routiers et qui répondront à toutes les exigences de décarbonation et de politique publique. Oui, je réagissais effectivement à la remarque sur chaque centime est important dans le coût de revient du véhicule. Ça, effectivement, on le voit, hein, c'est ce qu'on disait, ça fait le lien avec les annonces de réduction d'emploi qu'on voit, et ça justifie un sourcing toujours plus éloigné. Je ferai quand même deux remarques. Aujourd'hui, la transition, elle questionne cette acceptabilité sociale de cet axe stratégique. Je m'explique. Dans les dernières années, effectivement, le secteur automobile n'a jamais autant généré de profits, de dividendes et de rachats d'actions. D'accord ? Donc la valeur pour l'actionnaire et pour les marchés financiers. Et dans le même temps, effectivement, on maintient une pression sur les coûts pour générer de la marge, pour générer du profit. Donc il y a quand même un point de débat qui se pose, c'est est-ce que dans la transition écologique qu'on vit, est-ce qu'on peut durablement maintenir ce en même temps qui pénalise quand même au premier lieu les emplois et notre tissu social. Donc c'est aussi pour ça que je disais, les études mettent en évidence qu'il y a possibilité de rendre compétitive l'industrie française sur un petit segment qui serait celui du véhicule électrique et qui serait subventionné. Mais effectivement, il y a une condition, et qui n'est pas évidente, j'en conviens, c'est les exigences de marge et de profitabilité qu'on y mettrait. Si vous me permettez, qu'on soit bien clair, les exigences de marge, c'est uniquement pour faire face aux investissements qu'il y a à concéder. Un exemple, parlons avec des chiffres. On est dans les années 2000, vous décidez de l'industrialisation d'un groupe motopropulseur, c'est 300 millions d'euros. Vous êtes dans les années 2020, vous décidez d'une gigafactory, 50 gigawattheures, c'est 5 milliards. La gigafactory numéro 6, qui pour le moment est on hold côté Tesla, mais qui était prévue pour le Mexique en 2026, 100 gigawattheures, 10 milliards d'euros. Donc là, il faut juste regarder les choses en face. Les montants d'investissement ne sont plus les mêmes. Donc, si la firme n'est pas plus performante et ne garantit pas suffisamment de retour pour pouvoir financer ses investissements, ce n'est pas la peine de continuer. Alors, répondre sur cette question, il y a quand même une problématique de la pression que les marchés financiers exercent sur les entreprises, ça c'est certain. Il y a eu aussi un moment un peu un délire autour de l'électrification. On a vu Tesla qui était évalué en bourse plus que les 10 premiers constructeurs mondiaux, alors qu'ils produisaient 10 fois moins que Toyota. Et donc tout ça a créé des pressions qui sont difficiles à digérer pour les constructeurs. Parfois, on s'est dit, effectivement, ils se mettent plein des pognons dans la poche, ce qui est en partie vrai, mais d'autre part, s'ils ne le font pas, leur évaluation boursière tombe, leur capacité à s'endetter tombe aussi. Les leasing dans l'automobile est très important et la capitalisation boursière d'un constructeur détermine sa capacité
à prêter aussi de l'argent aux consommateurs pour pouvoir avoir des véhicules électriques à des prix trop élevés. Donc il y a une problématique qui est, à mon sens, aussi extérieure aux constructeurs et qui relève des institutions financières et de la manière dont vous avez des fonds d'investissement qui sont très présents dans des boîtes comme Renault ou Stellantis et qui exigent les rachats d'actions, qui exigent la rémunération des actionnaires. Et s'ils ne l'obtiennent pas, on a vu avec Stellantis récemment, la valeur boursière tombe. Et on est aussi dans un contexte où on voit les constructeurs chinois, mais aussi les constructeurs européens entre eux, qui guettent l'opportunité d'absorber des concurrents. Parce que ça leur permet de restructurer rapidement, de prendre des marques et des réseaux de distribution. Les prix d'un constructeur peut tomber à des niveaux vraiment assez incroyables. Renault, au moment où Carlos Ghosn a été arrêté au Japon, il était en discussion avec Fiat avant Stellantis pour une possible fusion-acquisition. Mais la valeur boursière des Renault était tombée tellement bas que c'était inenvisageable de négocier cette... Donc, il y a cette dimension financière qui est une problématique qui, à mon sens, est réelle. Et donc, je pense que c'est bien de le rappeler. Mais qui est aussi en partie exogène au secteur automobile et qui concerne plus généralement la question de quelle est la place de la finance dans la transition écologique, quelle est la place... des compromis sociaux. On voit les protectionnismes revenir, on voit les barrières douanières revenir. C'est une manière de mettre frein à la globalisation que la finance a beaucoup poussée. Et peut-être il y a d'autres manières de calculer coûts-bénéfices sociaux, coûts environnementaux, pareil, avec la transition écologique. Quel prix on met sur les carbones. Les carbones, un prix. On sait que si on émet plus de carbone, demain on aura plus de dérèglements climatiques. Cela va avoir des conséquences économiques très graves pour les ménages, pour les États, etc. Quel prix on met sur les carbones et à qui on le fait payer? On a mis en Europe des taxes à la frontière pour éviter que les firmes européennes soient pénalisées par rapport à des firmes étrangères par des mesures qui font augmenter les coûts carbone. Mais c'est très compliqué à mettre en place et il y a un certain décalage. Donc, je pense que toutes ces questions vont au-delà du secteur automobile et concernent la réorganisation de l'économie plus en général. Et après, il y a aussi un autre aspect assez important, c'est qu'il y a eu une espèce de situation exceptionnelle dans le secteur automobile, c'est-à-dire qu'à cause du Covid, puis de la pénurie, si vous vous souvenez, des pièces électroniques, des chips, après le Covid, pour la première fois, je pense, dans un siècle, le secteur automobile s'est retrouvé dans une position de force par rapport à ses consommateurs, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'offres que de demandes. Et dans ces contextes, les prix ont flambé aussi parce qu'il y avait l'inflation. Donc ces deux choses ensemble ont généré des profits exceptionnels. Ils sont exceptionnels, ils vont disparaître, ils sont en train de disparaître. Donc effectivement, cette situation couplée avec la pression financière a généré tous ces profits exceptionnels et la redistribution importante aussi de ces profits en partie aux actionnaires pour les raisons que j'évoquais. Mais là, maintenant, la situation va s'endurcir, donc je pense qu'il faut aussi avoir en tête. On le voit avec Volkswagen qui a annoncé la fermeture quand même des 4 usines en Europe, c'est complètement inédit, qu'il y a une crise qui arrive et que même si les constructeurs ont fait beaucoup de profits avant, ils vont être dans nos mauvais draps aujourd'hui. Les deux choses ne sont pas contradictoires et donc c'est très important que la puissance publique soit prête à accompagner les secteurs à la fois dans la transition écologique, mais aussi dans ces restructurations. Sinon, au final, c'est vrai, c'est les salariés, les territoires qui vont finir par payer. Et la France n'est pas les pays mieux positionnés si une crise majeure industrielle autour du secteur automobile allait se produire demain ou dans les années à venir. Alors, vous avez un petit peu abordé cette question justement qui est plus large que pour le secteur automobile, mais de la transition écologique et du rôle de la puissance publique dans ça, parce que finalement, cette décarbonation de l'économie, mettre un prix au carbone, c'est vraiment une transition qui nécessite l'intervention publique. Et donc aujourd'hui, il y a quand même dans le secteur automobile une petite musique qu'on entend sur justement la remise en cause des normes, que ce soit à court terme ou à long terme. Alors, on l'entend beaucoup très à droite sur l'échiquier politique, mais pas seulement. Et donc, voilà, une question que je voudrais vous poser, je pense à tous les trois, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier là-dessus, mais est-ce que ça réglerait le problème de relâcher les normes à 2035, de revenir sur cet objectif de l'électrique? Est-ce que ça réglerait le problème sur la concurrence chinoise? C'est souvent ce qu'on entend, que ça se fait au détriment, que cette transition vers le véhicule électrique se fera au détriment de l'industrie européenne parce qu'il y a ces acteurs chinois. Est-ce que ça réglerait le problème? Alors Alexia, peut-être en premier.
Oui, la question est difficile. Il n'y a pas une seule voie, hein, même du côté des organisations syndicales, et je dirais même dans un même site, des élus ou des salariés ont des avis contradictoires. C'est compliqué parce que d'un côté, on a quand même déjà fait partir notre production de moteurs, hein. On en produisait 3 millions en France. Aujourd'hui, on en produit 1,5 million. On a déjà divisé par 2 la production de moteurs. Donc revenir en arrière sur les normes, ça ne va pas nous ramener la production de moteurs. Elle a déjà été délocalisée. Bon. Mais en même temps, vous avez quand même encore des usines, si je prends notamment ceux de Stellantis en France, qui a gardé une stratégie multi-énergie sur ces usines. Et donc, effectivement, pour ces salariés, avoir encore une vision de thermique d'hybride, ça va apporter du volume pour ces sites. Par contre, à l'extrême inverse, Renaud Douai, qui est spécialisé, qui va être uniquement sur l'électrique, repousser les normes, c'est pas dans son intérêt. Donc, voilà, j'ai pas une réponse toute faite, parce que pris localement, les impacts seront totalement contradictoires. C'est un débat très compliqué. L'industrie automobile a besoin de stabilité. Donc, la question, c'est déjà de garantir la stabilité. À la limite, peu importe où on va, mais qu'autant soit clair où on sera en 2035 le plus rapidement possible. Après, je pense que c'est important où on va, pour des raisons climatiques, mais aussi des raisons stratégiques. On a évoqué les défis japonais, les défis coréens qui ont été digérés par l'industrie automobile européenne par les passés. On a fait venir les constructeurs japonais et coréens en Europe. Ils représentent une part des marchés non négligeable, mais ils n'ont pas détruit du tout l'industrie automobile européenne. Ce sont plutôt des partenaires aujourd'hui qui font partie de l'écosystème européen. Avec les Chinois, ça va être un peu plus compliqué, hein, parce que c'est une puissance beaucoup plus forte. C'est-à-dire, non seulement sont des exportateurs, ils ont aussi un énorme marché. Ils sont prêts à vraiment investir de manière planifiée, comme on l'a évoqué, tous les marchés de la décarbonation. Et donc, il y a une grande différence. Je pense que Christophe Chabert a raison à dire l'Europe. Je ne suis pas d'accord avec lui en disant qu'il faut laisser la neutralité technologique, parce qu'au fond, on voit dans l'histoire des technologies que cette neutralité technologique n'existe qu'un court moment. Et puis, c'est une technologie qui s'impose pour des bonnes ou des mauvaises raisons, souvent pour des raisons politiques. À un moment donné, c'est l'État qui définit les standards. Et c'est ces technologies. Et ça crée les volumes, les économies d'échelle, et les constructeurs, ils s'engouffrent. Si on revenait en arrière, d'autres options auraient été viables, et on les montre via les travaux historiques, mais n'ont pas été pris parce qu'à un moment donné, on a tranché, et l'industrie a besoin de trancher. Mais là, à l'occurrence, la Commission européenne a tranché pour une technologie où l'Europe était en retard, où les Chinois étaient en avance, où on n'a pas les matériaux, où on n'a pas la filière, et sur un délai très court. Donc, dans une certaine mesure, ce n'était pas une mauvaise décision, parce qu'à mon sens, c'est la technologie des demain, mais on n'a pas pris la mesure du défi. Et donc, là, on est un peu à un carrefour. Il faut décider si, compte tenu des difficultés objectives, à cause de cette non-planification, on arrête, on revient en arrière et on réouvre les possibilités technologiques. Ou si au contraire, on prend la mesure du défi et on met toutes les ressources nécessaires et toutes les énergies nécessaires pour maintenir l'objectif et équiper l'industrie, les États, les villes des moyens nécessaires pour le réaliser. Je pense qu'il y a un rapport important qui est sorti récemment, celui de Mario Draghi, sous la compétitivité européenne, où le chiffre de manière très claire les besoins d'investissement pour maintenir à la fois la compétitivité de l'industrie et nos objectifs climatiques. C'est des besoins d'investissement extrêmement importants. On a une crise budgétaire qui traverse tous les États européens. C'est clair que ces deux visions sont incompatibles. Il faut modifier institutionnellement le rôle de l'Europe, c'est-à-dire faire comme on avait fait avec les Covid, où l'Europe s'est endettée. C'est qu'en fait, c'est très vertueux, hein, parce que si l'Europe s'endette, et s'endette dans des très bonnes conditions, et il n'y a pas cette divergence dans les trajectoires d'endettement. Quand l'Allemagne s'endette, il s'endette dans des bonnes conditions. Quand la Grèce ou l'Italie s'endette, il va payer 2 fois plus. Parce qu'ils partagent la même monnaie, mais ils n'ont pas les mêmes économies. Quand l'Europe s'endette, de la même manière et plutôt au niveau allemand pour tout le monde. Donc c'est un vrai gain. Et ensuite, l'Europe redistribue pour la transition écologique.
Et c'est là, c'est un investissement dans l'avenir. Hein, ce n'est pas un endettement, ce n'est pas un déficit qu'on creuse pour des dépenses sociales tout à fait justifiées. Là, c'est un vrai investissement dont on a besoin. Et donc, je pense que la voie tracée par Mario Draghi, devrait être la voie de ce Green Deal 2, de cette nouvelle commission. Et ce n'est pas une voie facile. Il y a notamment la résistance des pays du Nord qui sont très récalcitrants à voir ce type d'endettement se mettre en place. Mais on a vu que sur beaucoup de dossiers aujourd'hui stratégiques, comme les droits des douanes contre les Chinois, l'Allemagne, qui était vraiment contre, a perdu. Et donc, si a perdu, ça veut dire qu'il y a dans l'échiquier politique européen la possibilité de faire passer cette nouvelle vision. C'est quand même Ursula von der Leyen qui a demandé à Mario Draghi ces rapports en sachant plus ou moins pertinemment ce qu'il allait pondre. Donc, il y a une volonté politique de modifier les choses. Donc, je crois qu'il faut maintenir l'objectif, mais il faut mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que cet objectif soit réaliste, ne condamne ni l'industrie, ni les citoyens européens à des lendemains moins faciles que ceux qu'on a dans le passé. Il faut créer aussi, réconcilier les citoyens européens avec ces transitions. Parce que ça, c'est un autre gros problème. On a vu avec les élections européennes qui viennent que c'est très facile pour des partis populistes de dire moi je suis pour les moteurs thermiques, moi je suis pour la préservation de notre modèle de vie. Et là, c'est urgent de recréer aussi un compromis social viable et partagé autour de ces transitions. Peut-être rapidement, Christophe, on approche de la fin, donc je voudrais juste relayer une ou deux questions à vous trois. Oui, juste pour rebondir sur le besoin de stabilité. Effectivement, les positions des constructeurs sont variées et contrastées. Ce qui est important, c'est qu'une fois encore, on revienne au principe de qu'est-ce que le secteur automobile, qu'est-ce que c'est que la construction automobile. La construction automobile, les Anglais le lisent, les Anglo-Saxons le lisent, c'est highly capital intensive, asset specific. Hein, donc c'est un poids en actifs et en spécificité d'actifs importante et donc en coût fixe. La stabilité des règlements, ça vous permet de savoir où vous devez aller, et une fois que vous avez décidé où vous devez aller, vous investissez. Et comme je le disais tout à l'heure, vous investissez des sommes énormes. Et donc, ces sommes énormes, il va falloir bien les amortir. Donc, il ne faut pas changer de pied du jour au lendemain. On part, ce que tu disais tout à l'heure. On part, on y va. Donc, je pense que ce qui est important, c'est cette stabilité. Maintenant, il faut aussi accompagner cette stabilité des ajustements de politique publique qui vont permettre que cette transition se passe de la meilleure des façons, au bénéfice à la fois des acteurs industriels, des salariés, des actionnaires et des gouvernements. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 5 minutes. Je voudrais juste au moins relayer une question sur un segment de la chaîne, même s'il y a beaucoup d'autres questions qui seraient intéressantes à développer, mais quid des batteries finalement? On a beaucoup d'annonces sur... alors bon, je vois que c'est un sujet, donc voilà, on a beaucoup d'annonces sur des implantations de gigafactories très ambitieuses, avec des puissances annoncées qui sont assez importantes en Europe. On observe aussi des difficultés des acteurs européens en particulier. Donc on a parlé tout à l'heure d'ACC, il y a Verkor, il y a Northvolt qui sont en difficulté. Peut-être des difficultés sûrement attendues d'ailleurs, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a une perspective d'être compétitif par rapport aux acteurs asiatiques de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est c'est plutôt par l'accueil et les investissements directs étrangers des acteurs asiatiques que les constructeurs européens pourront se mettre à niveau? Alors sur les batteries, là aussi, c'est complexe. La batterie, prenez Tesla. Tesla, il a trouvé et il a utilisé toutes les chimies. Il a fait du nickel manganèse aluminium, du nickel manganèse cobalt et du lithium fer phosphate. Les investissements dont je vous parlais tout à l'heure, 5 milliards la tranche de 50 gigawattheures, il faut bien évidemment, une fois que vous y avez consenti, il faut l'amortir. Ça ne va pas se amortir sur un an, bien évidemment. En parallèle de ça, une fois que vous avez pris conscience des vulnérabilités, vous avez des recherches en laboratoire encore aujourd'hui sur des alternatives en chimie, qui soient aussi bien la sodium-ion que la SSB, la batterie solide.
qui, elles, pour le coup, auront des conséquences aussi, à la fois sur l'utilisation des matières premières qui ne seront pas forcément les mêmes, donc avec des vulnérabilités qui ne seront pas les mêmes, et avec des densités énergétiques qui ne seront pas les mêmes, et donc qui offriront des temps de charge et des masses embarquées qui ne seront pas les mêmes. Donc on voit bien pourquoi je parlais de complexité, c'est qu'on est en phase de transition avec des chimies existantes, et on sait déjà, d'un point de vue... Alors en labo, une fois encore, hein, ça prend du temps hein, à industrialiser, mais on sait déjà que de nouvelles chimies sont possibles et que ces nouvelles chimies, au moins dans la prochaine décennie, devraient participer à changer le profil du marché européen. Oui. Peut-être sur l'aspect de la réindustrialisation en Europe de cette chaîne de batterie, il y a un doute effectivement qui subsiste parce qu'on a eu quantité d'annonces qui ont émergé. Quand on fait la somme des capacités annoncées et qu'on la compare au marché automobile européen, ça ne matche pas, si vous voulez. Hein. On a des surcapacités à venir sur la batterie qui sont ingérables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les projets n'iront pas au bout. Hein. Alors, on est plutôt du bon côté de la balance en France, puisque les annonces qu'on a eues se sont concrétisées assez tôt. Donc on a sécurisé, entre guillemets, les annonces assez précocement. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Mais effectivement, il y a sans doute une filière batterie qui ne sera pas à la hauteur des annonces, compte tenu de ce qu'on vient de dire, effectivement, hein, des doutes qui peuvent subsister sur la chimie, sur la compétitivité, effectivement, de ces acteurs-là à le faire en Europe. Et puis, encore une fois, d'un écosystème qui est incomplet. Hein, si on est juste sur un assemblage final, mais que tous les matériaux actifs viennent de Chine, ça pénalise finalement cette atteinte de compétitivité. Tommaso, un dernier mot et puis après on va devoir D'accord. s'arrêter. Alors, il y a eu aux États-Unis l'Inflation Reduction Act, qui est une mesure qui a été prise par l'administration Biden. On a vu à peu près ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire prendre en charge toute la filière, donc à partir de l'extraction des matériaux, en passant par leur raffinage, anode, cathode et jusqu'aux gigafactories. Et tout a été pensé avec des mesures protectionnistes qui vont progressivement sortir les matériaux non sourcés aux États-Unis ou dans des pays qui sont considérés amis, et donc la Chine notamment n'en fait pas partie. Et puis on a orienté la recherche et le développement vers des chimies en fonction des matériaux disponibles. Hein. Donc on s'est dit quel matériau on a, quel matériau on n'a pas, on oriente la chimie vers ça. Hein. Et on a mis en place des crédits des productions jamais vus, donc un montant d'argent public extrêmement important. On n'a pas trop vraiment décidé d'avoir des champions nationaux batterie, donc on a invité pas mal des Coréens par exemple, mais on les a intégrés avec les constructeurs américains, donc on a fait des stratégies pragmatiques. Et tout ça a grosso modo bien marché, puisqu'on a vu un rattrapage très vite des Américains et aussi une réorientation des investissements en production des batteries de l'Europe vers les États-Unis dans une certaine mesure. Après, il y a beaucoup on en parle des projets PowerPoint, c'est-à-dire que un peu comme la batterie, un peu comme Tesla, le secteur de la batterie a été surévalué en bourse, hein, avec les mêmes ratios. Et donc, beaucoup de startups ont émergé et font des projets, ils reçoivent des fonds et déjà, la partie est à moitié gagnée. Mais combien de ces projets PowerPoint vont effectivement sortir du sol, ça c'est une autre question. Et l'autre problème peut-être encore plus important, c'est qu'on a déjà en Europe les gigafactories des constructeurs coréens et chinois. Ils sont déjà là en Europe de l'Est, ils ont des capacités très importantes, c'est des géants mondiaux, ils pèsent 50 fois plus qu'ACC en termes de capacités de production. Et donc, les rapports de force est forcément biaisé. Et donc, là encore, on se demande pourquoi on n'a pas des mesures équivalentes à celles américaines pour protéger un secteur qui est naissant, qui est faible, qui a besoin d'être protégé pour réussir. Donc, moi, je suis plutôt pessimiste parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a des arbitrages à faire chez les constructeurs. Est-ce que je protège mon ACC dans lequel j'investis de l'argent ? Ou est-ce que je vais me sourcer chez Seattle qui me garantit la moitié de prix des nouvelles technologies? Eh bien, c'est clair que les constructeurs, à un moment donné, son intérêt est se sourcer chez Seattle. Donc, il faut anticiper ces scénarios-là qui va tôt ou tard se présenter.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Il y aurait eu beaucoup d'autres sujets que j'aurais voulu aborder et de questions. Mais en tout cas, merci beaucoup à nos 3 intervenants d'être venus. Et je crois qu'on a fait un tour assez complet. On voit que voilà, on est au début d'une longue transition avec des enjeux qui sont assez fondamentaux sur différents segments. Merci beaucoup à tous d'y avoir assisté et au revoir.